All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Le Calling All Devs de lundi a dû faire des vacances à John Crew parce que pour une fois, Disco Lando l'a pas contacté et a passé l'émission avec Todd Papy pour lui poser 5 questions. Et la première, est-ce qu'un équipage composé d'un joueur avec des PNJ pourra rivaliser avec un équipage composé totalement de joueurs? Ça devrait pas poser de problème pour ce qui est du comportement des PNJ dans les tourelles, mais pour ce qui est de leur déplacement dans le vaisseau et de leur prise d'initiative à faire des réparations, ça demandera encore du travail pour qu'ils soient aussi efficaces que des humains. Deuxième question, est-ce qu'il prévoit d'ajouter un grappin ou un jetpack pour nos déplacements? On pourra bénéficier d'un petit boost avec les propulseurs de notre combinaison, mais ils n'ont pas du tout discuté de grappin. Troisième question, où est-ce qu'ils en sont concernant la possibilité de rendre des vaisseaux inopérants sans les détruire? Ils sont actuellement en train de travailler sur la capacité qu'auront les armes à planter si les systèmes de refroidissement ou les générateurs d'énergie sont trop endommagés. Après ça, ils devront encore intégrer physiquement les composants à l'intérieur des vaisseaux et faire communiquer le conteneur du vaisseau avec le conteneur de l'environnement dans lequel il est, pour pouvoir appliquer les dégâts à l'intérieur du vaisseau en fonction des tirs qui viennent de l'extérieur du vaisseau. Quatrième question, quand est-ce qu'on aura les premières mécaniques liées à la survie comme la faim, la soif, l'hygiène et la fatigue? Ils ont évidemment pas de date à donner, mais ils sont en train d'implémenter ces propriétés et aussi le code qui permettra plus tard de modifier l'état du personnage en fonction de la prise d'une douche ou l'ingestion d'un aliment par exemple. Dernière question, sur l'ancienne roadmap de 2017, on pouvait voir qu'ils prévoyaient la possibilité d'être mis à terre, donc où est-ce que ça en est? Ils sont en train de travailler dessus et sur d'autres états intermédiaires, car ils veulent augmenter le temps que ça prendra pour tuer quelqu'un dans l'univers persistant. Ça devrait arriver bientôt et bien après, ils ajouteront des mécaniques de soins plus sophistiquées, avec des soins temporaires et la nécessité de se rendre dans des hôpitaux ou des vaisseaux dédiés aux soins. Le lore post de mardi était la retranscription du journal de bord d'un archéologue nommé Lorenzo Tchernov, choisi par Drake Interplanetary pour tester le Vulture dans le système Idris. Son périple n'est pas particulièrement palpitant, mais ce qu'il raconte sur l'activité de ferrailleur d'épave semble donner pas mal d'indices sur ce que CIG aimerait intégrer à Star Citizen pour ce métier. Et donc du coup, je vais devoir spéculer un petit peu. À son arrivée au bord d'un champ de débris, Tchernov dit avoir réalisé une première série de scans pour avoir une première idée de ce à quoi il avait affaire. Mais si ça lui a permis de savoir approximativement la position et la taille des débris, la nature de certains débris reste assez floue pour lui, et il note dans son journal qu'il pense avoir scanné quelque chose ressemblant à un cockpit. Pour maximiser son profit, il choisit de passer le plus de temps dans le champ de débris en sortie extravéhiculaire pour scanner le maximum de choses et décider au mieux de ce qui doit être recyclé et de ce qui doit être récupéré. Et c'est comme ça qu'il a découvert qu'il avait vu juste pour le cockpit et que son tableau de bord était même carrément intact et récupérable. Il est donc probable que la profondeur de gameplay du métier de ferrailleur d'épave dépende principalement de l'investissement du joueur. Il sera probablement possible de pratiquer cette activité sans trop se casser la tête, en recyclant tout sur son passage depuis la cabine de son Vulture ou de son Reclaimer, ou bien être plus méticuleux, tout scanner à la main pour récupérer certains débris, ce qui prendra plus de temps mais maximisera le profit réalisé. Par exemple, durant ses recherches, Tchernov finit par trouver des morceaux d'un vieux vaisseau d'Aegis, une boîte noire remplie d'informations et un prowler qui n'était pas estampillé par l'entreprise Esperia. Trouver tout ça en même temps dans le système Idris lui a permis de comprendre qu'il était sur le site d'un affrontement de la première guerre Tevarine. L'exploitation de la boîte noire et la livraison aux autorités d'un morceau de prowler authentique qu'il a dû stocker en lieu sûr pendant un certain temps lui ont permis d'obtenir un petit bonus non négligeable. Alors on découvrira peut-être pas des vestiges aussi importants, aussi anciens et aussi facilement, mais encore une fois, ça montre que l'investigation personnelle d'un champ de débris semble être encouragée. Et le fait de trouver des épaves de vaisseaux d'une autre époque avait déjà été confirmé comme envisagé par les développeurs, vu que ça leur demandera peu de travail en comparaison de vaisseaux classiques qu'ils doivent rendre pilotables. Au moment d'arriver sur le champ de débris, il explique que celui-ci est très dense et que ça va rendre les sorties extravéhiculaires compliquées à cause du risque de collision en cascade des débris et du coup de la dérive dans l'espace de certains d'entre eux. Et c'est ce qu'il s'est passé quand il a manqué de vigilance l'espace d'un instant et qu'il a heurté un morceau de vaisseau avec son casque qui s'est mis à biper pour l'alerter des dégâts critiques qu'il avait subis. Pour ce qui est des collisions en cascade, j'ai personnellement des doutes car ça peut vite devenir un cauchemar à gérer pour le processeur, la carte graphique et le code réseau. Par contre, le danger des sorties extravéhiculaires pour l'intégrité de notre combinaison, c'est plutôt crédible. Quoi qu'il en soit, ces deux idées collent avec ce que je disais plus tôt sur le fait que si ces sorties seront plutôt exigeantes et potentiellement plus rentables, elles seront également plus dangereuses. Ce qui est raccord avec le principe de grosse prise de risque, grosse récompense qui revient souvent dans la vision de Chris Roberts. Tchernov ne précise pas comment il scanne les débris lors des sorties extravéhiculaires, mais c'est typiquement le genre de choses qui irait bien pour le pistolet multifonction modulaire dont on a entendu parler la semaine dernière.
Enfin, dernier point, durant ses reventes successives de débris, Chernov s'est adressé au même vendeur qui a fini par le reconnaître et discuté avec lui à propos des alliages inhabituels que contenaient les débris rapportés. Chernov a ensuite pris la décision de s'adresser à chaque fois à différents revendeurs et de quitter la ville en saut quantique vers une autre direction que le champ de débris avant d'y revenir en faisant des sauts intermédiaires de façon aléatoire. Il est pas idiot de penser que l'interaction avec certains vendeurs un peu louches amène ceux-ci à informer d'autres joueurs de ce qu'ils savent à propos de vous et que ça amène certains joueurs à vous suivre. Jeudi, l'émission Around the Verse présentait les derniers progrès de la mise à jour 3.3 et cette fois encore, c'était assez court. L'équipe en charge des missions commence à exploiter l'intelligence artificielle des PNJ en combat à pied avec des missions dans la station Karea. Au niveau du dogfight, ils continuent d'améliorer la précision du contrôle par joystick, mais ils se sont surtout concentrés sur le contrôle des tourelles. La stabilisation de ces dernières ne prenait pas en compte le tangage et le lacet du vaisseau et c'est désormais le cas. Ils ont réduit certaines zones mortes dans le contrôle de la tourelle et ils ont intégré un système de visée automatique quand le réticule est proche de la cible pour conserver la visée plus facilement. Au niveau des vaisseaux, la refonte de la série 300, le Banu Defender et le 890 Jump sont entrés en phase de modélisation white box. Le Freelancer est entré dans sa phase de modélisation grey box et le F8 Lightning, le Mustang, le Hammerhead et la variante tourisme du 600i sont évidemment entrés en phase finale. On a pu voir quelques images des terminaux d'achat qui intègrent désormais une prévisualisation des objets et on aura bientôt la même sur le Mobiglass. Enfin, côté environnement, ils améliorent les outils de génération procédurale qu'ils ont présentés l'année dernière, ils continuent de travailler sur les bâtiments de Hearthstone, notamment les lieux d'habitation, et sur les lunes de la planète. Ils sont d'ailleurs en train de tester différentes choses sur l'une d'entre elles, Aberdeen, pour voir ce qui va le mieux comme couleur pour son atmosphère. Et ils sont aussi en train de réfléchir à comment ils vont disposer Hearthstone et ses lunes par rapport à Stanton pour que les distances restent raisonnables, que ça n'impacte pas le plaisir de jeu et que ça soit compatible avec les quantités de carburant des différents vaisseaux. A savoir que tout ceci ne sera peut-être que temporaire vu que Chris Roberts aimerait que les planètes tournent autour de leurs étoiles et les lunes autour de leurs planètes. Vendredi, CIG a publié un design post sur le fonctionnement actuel et futur des soins médicaux. Actuellement, dans la version Alpha 3.2, voilà comment ça fonctionne. Un personnage a plusieurs niveaux de santé, un global et un pour chacun de ses membres. La tête et le torse sont des membres dits vitaux et les bras et les jambes sont dits non vitaux. Lorsqu'un personnage prend des dégâts, le niveau de santé du membre touché et le niveau de santé global diminuent tous les deux. En fonction des dégâts reçus, les membres pourront être dans différents états, intacts, endommagés, gravement endommagés ou détruits, et ça aura des conséquences comme la vue brouillée ou la réduction de la vitesse de déplacement. Si le niveau de santé global ou le niveau de santé de la tête ou du torse tombe à 0, le personnage meurt. Un joueur peut avoir tous ses membres non vitaux détruits et rester en vie si son niveau de santé global est au-dessus de 0. Mais prendre des dégâts supplémentaires dans un membre non vital déjà détruit continuera d'affecter le niveau de santé global. Un membre peut saigner dès lors qu'il est touché, mais il saignera forcément s'il est détruit. Cela diminuera le niveau de santé global petit à petit jusqu'à ce que le personnage se soigne ou qu'il meure. Voilà, jusque là c'était le fonctionnement actuel qui ne va pas changer, mais qui va s'étoffer plus tard avec ce dont je vais vous parler maintenant. Dans l'univers persistant, les installations médicales ne seront pas toutes équipées de la même façon. Donc si des centres médicaux dits de niveau 1 pourront vous remettre d'aplomb après être passés à 2 doigts de la mort, comme après un crash, ceux de niveau 2 pourront vous soigner après des blessures sérieuses, et ceux de niveau 3 pourront seulement soigner des blessures légères. La plupart des centres médicaux pourront rafistoler des blessures légères, mais certaines ne seront totalement soignées qu'après avoir reçu des soins appropriés. Rester blessé ou à moitié raccommodé pendant trop longtemps ne seront pas envisageables, car ça réduira l'endurance et ça rendra les futurs dégâts encore plus violents. Donc le passage par un hôpital tout équipé sera souvent inévitable. Les mécaniques de gameplay liées aux soins amèneront également des nouveaux types de missions. La livraison de matériel médical comme des échantillons ou des organes sera une extension des missions de livraison classiques. Tous les vaisseaux disposant d'une soute pourront accomplir ces missions, mais les vaisseaux disposant d'équipements médicaux seront avantagés grâce à leur capacité à mieux conserver les cargaisons de matériel médical. Et évidemment, se rendre sur des lieux d'accident et secourir des victimes pourra être fait par tout le monde, mais garder les survivants en vie jusqu'à l'arrivée à l'hôpital sera plus envisageable avec un vaisseau infirmerie. En ce qui concerne la réapparition, on ne réapparaîtra pas dans la dernière zone qu'on a visitée, mais on pourra choisir de réapparaître dans un des centres médicaux à proximité, que ce soit un vaisseau, un hôpital ou un avant-poste. Et à force de réapparition, leurs plans n'ont pas changé, ils veulent qu'on puisse voir et ressentir le nombre de respawns que notre personnage a subi avec des effets persistants avec le temps et handicapants à long terme. Enfin, il y aura 3 vaisseaux dédiés aux soins dans Star Citizen, le Cutlass Red, le Endeavor, et parce qu'il fallait quelque chose entre le vaisseau ambulance et le vaisseau hôpital, CIG a dévoilé un vaisseau intermédiaire, le Apollo de Robert Space Industries. Et les passionnés de conquête spatiale n'ont pas manqué de relever que CIG a fait cette présentation du Apollo le 20 juillet 2018, date du 49e anniversaire de l'alunissage d'Apollo 11. Ce vaisseau
vaisseau sera donc une infirmerie mobile de 43 mètres de long, 30 mètres de large et 10 mètres de haut, avec un équipage de 2 personnes et disposant de 38 unités de cargaison. La zone du cockpit sera largement inspirée du Constellation, avec notamment le même ascenseur et 2 lits qui serviront aussi de capsule de sauvetage. Il aura 2 générateurs de boucliers, un radar spécial pour détecter les corps flottant dans l'espace, une tourelle télécommandée sur le toit avec 2 canons laser de taille 2 pour la variante de base, et une vitesse à peu près équivalente à celle d'un freelancer. Il sera équipé de 2 drones qui feront également office de brancard. C'est avec eux qu'on transportera les éventuels blessés dans le Apollo par le dessous du vaisseau ou par la soute ou d'un vaisseau à l'autre. Et si j'ai parlé de brancard, c'est parce que ces drones seront déplaçables manuellement en poussant dessus. Ils ne savent pas encore si ces drones seront contrôlés manuellement ou s'ils seront automatiques, mais Chris Roberts aime que les joueurs aient à faire les choses, donc ça demandera certainement une action manuelle. Le centre du vaisseau sera composé de 2 pièces qu'il sera possible de personnaliser en termes d'équipement. Sur le plan qu'ils nous ont montré, dans chaque salle, on voit 3 lits qui seront des équipements de niveau 1, capables de soigner des blessures légères. Mais il sera possible de passer à 2 lits de niveau 2 capables de soigner des blessures graves, ou un seul lit de niveau 1 capable de soigner des blessures quasi fatales. Donc ça sera à nous de choisir comment on veut équiper ces 2 pièces, mais pour ça, comme pour les modules entre guillemets de l'Avenger, ils ne savent pas encore si ça va être des variantes ou des modules. Ces lits serviront également à faire réapparaître les joueurs décédés. Ceux de l'Apollo et de l'Endeavour devraient permettre la réapparition, mais probablement pas celui du Cutlass Red, c'est encore à déterminer. Pareil pour le temps de soins et le temps de réapparition, c'est encore trop tôt pour le dire. Enfin, le Apollo aura 2 variantes, celle de base et une variante dite Medivac pour Medical Evacuation qui sera plus blindée mais moins rapide et moins manœuvrable. Elle aura également des canons balistiques à la place des canons laser pour sa tourelle. Samedi, CIG a mis à jour la progression de la mise à jour 3.3 et c'est encore une fois très mince pour l'instant. Le seul bon point, c'est le code réseau qui a été restructuré pour mieux gérer le spawn des entités dans le cadre de l'Object Container Streaming. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.